sommes séparés sur ce même thème, intitulé « Les rapports entre la nature et la culture ». Aujourd'hui, nous allons certainement boucler avec ce thème afin d'amorcer le thème 5 intitulé « L'histoire ». Mais nous sommes sur notre dernier sous-point, ou l'avant-dernier sous-point, intitulé « La notion du beau ». La fois dernière, nous avons bouclé le cours sur l'art avec ses différentes formes d'expression, voire la communication, l'art comme célébration de la vie avec Nietzsche, l'art comme création avec Hegel, l'art comme communication avec Jürgen Habermas. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion du beau. Dans la vie de tous les jours, nous entendons cette expression. Qu'est-ce que vous entendez par le beau? Le beau, c'est ce qui est agréable. Le beau, c'est ce qui est agréable. Qui peut communiquer une autre définition du beau? Oui, qui peut communiquer une autre définition du beau? Oui, Mohamed? Je te trouve un peu hésitant, Mohamed. Aujourd'hui, tu es hésitant. Oui? Donc, en dehors de M. Lyon, qui a tenté d'esquisser, qui a esquissé une définition du beau, les autres n'ont jamais entendu parler du beau. Mais oui, si vous avez entendu parler du beau, quelle est la conception de cette beauté ou de la notion du beau? Bon, sans plus tarder, vous allez retenir que le beau vient du latin bellus, qui signifie joli, qui signifie aussi charmant. Dès lors, le beau, c'est ce qui suscite un plaisir esthétique, ou j'allais dire, ce qui procure un sentiment d'admiration face à une belle chose ou une belle œuvre d'art. Forcément, ça procure le plaisir. Un plaisir esthétique parce que ça attire. Et nous allons très rapidement, après cette définition du beau, essayer de décortiquer quels sont les philosophes qui thématisent la notion du beau. Mais j'aimerais d'abord savoir, par vous peut-être qu'à la cité, ou dans vos lectures, si vous avez connaissance d'un philosophe qui a thématisé le beau. Qui a déjà entendu parler du beau dans la conception, cette fois-ci, d'un philosophe? Personne. Bon, retenez que nous avons deux philosophes qui ont thématisé le beau. Nous avons en premier Platon. Platon, c'est dans son ouvrage intitulé « Le banquet ». Dans le banquet, Platon va nous démontrer que le beau n'est autre que l'idée. L'idée qui est éternelle, l'idée qui est immuable. Bref, donc le beau n'est autre que l'idée intelligible. J'allais dire l'idée qui demeure éternelle, l'idée qui subsiste au temps. Bref, Platon dans le banquet va nous décortiquer la définition du beau. Qu'est-ce que le beau? Platon va nous démontrer que le beau est l'idée intelligible du beau. Je veux mettre cette définition au tableau pour nous permettre par la suite de saisir la quintessence de la conception platonicienne du beau.
Je mets quand même ici Platon à la fin, pour vous permettre de ne pas vous tromper. Pourquoi Platon pense que le beau est l'idée intelligible du beau? Pour essayer de saisir la quintessence de cette pensée platonicienne, nous devons simplement nous appuyer sur le mot intelligible. Le beau est l'idée intelligible du beau. Il y a comme une redondance ou une répétition du concept beau 2 fois. Parce qu'il veut montrer que le beau dérive de l'idée du beau d'abord. Raison pour laquelle vous voyez le mot beau 2 fois. Pourquoi le beau dérive de l'idée du beau? Parce qu'il faut rappeler que dans la conception platonicienne exposée dans le banquet, Platon divise le monde en 2. Il y a le monde sensible et le monde intelligible. Dans le monde sensible, excusez-moi, pour un problème d'espace et pour une meilleure compréhension de tout le monde, Platon divise le monde en 2. Il y a le monde intelligible qui est le monde de l'idée. C'est-à-dire tout ce qui existe dans le monde sensible le monde intelligible, c'est le monde de l'idée, le monde de la vérité vraie. Tout ce qui est réel se passe dans le monde intelligible. C'est le monde de Dieu. C'est le monde de la vérité. C'est le monde de la beauté, la véritable beauté. Maintenant, le monde sensible, qui est le reflet du monde intelligible, le monde sensible est créé à l'image du monde intelligible. Le monde sensible n'est que la photocopie, s'il faut dire, du monde intelligible. Le monde sensible, c'est un monde imaginaire, le monde dans lequel nous vivons. Donc, pour Platon, la beauté ne peut pas exister dans le monde où nous vivons. Le monde où nous vivons n'est que la copie ou la photocopie du monde intelligible. Et le monde intelligible, c'est le monde de la beauté. Donc, pour preuve, Platon pense qu'il n'y a jamais eu de beauté dans ce monde. Tous, nous ne sommes que des photocopies de la beauté. Et la vraie beauté qui se retrouve dans le monde intelligible. Partons de cela, le monde intelligible constitue l'archétype ou le modèle du monde sensible. Tout ce qui est dans le monde intelligible, c'est ce qui demeure éternel, c'est ce qui résiste au temps. Alors que ce qui se retrouve dans le monde sensible est passager, est provisoire et ne dépend que d'un temps donné. Le temps est limité, le temps est imparti dans le monde sensible. Voilà pourquoi Platon, dans le banquet, démontre que le beau est l'idée intelligible du beau. C'est-à-dire, la vraie beauté doit se retrouver dans le monde intelligible, parce que c'est le monde de la réalité, c'est le monde de la vérité, c'est le monde vrai. Et bref, ici, dans le monde sensible, nous n'avons que des photocopies. Voilà la théorie platonicienne. Et cette beauté, Platon l'appelle par la beauté en soi. C'est une beauté en soi, ce n'est pas une beauté qu'on peut contempler. Aucun homme ne peut accéder à cette beauté. C'est une beauté idéale. C'est une beauté parfaite, mais que l'homme sensible ne peut pas atteindre. Puisque l'homme
qui habite le monde sensible, le monde dans lequel nous sommes, est appelé à disparaître un jour. Et par conséquent, Platon pense que cette beauté n'est qu'éphémère. Voilà la théorie platonicienne de la beauté. Mais à l'encontre de cette théorie platonicienne de la beauté, nous allons rencontrer le philosophe Emmanuel Kant. Je rappelle que Platon est un philosophe grec de l'Antiquité. Emmanuel Kant, c'est un philosophe allemand, le dernier philosophe du XVIIIe siècle. Et lui, il va publier un ouvrage magnifique intitulé « Critique de la faculté de juger ». Kant. Critique de la faculté de juger. C'est dans cette critique de la faculté de juger que Kant va considérer le beau, décortiquer la notion du beau en partant de deux concepts. Les concepts d'agréable et les concepts de bonté ou du bon. Kant va dire, pour saisir la définition du beau, il faut d'abord chercher à savoir ce qui est agréable et ce qui est bon. Or, ce qui est agréable, c'est ce qui suscite un plaisir. C'est ce qui fait la joie, l'agréable. C'est ce qui fait la joie. Et l'agréable a une valeur subjective, c'est-à-dire dépend des individualités. Ce qui est agréable pour moi peut ou ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Si moi je pense que ce qui se passe est agréable ou ce que je contemple est agréable, cela peut ou ne pas être agréable pour quelqu'un d'autre parce que ça dépend des individualités. Or, ce qui est bon, on attribue une valeur pratique et objective. Ce n'est plus subjectif, mais ça relève de la généralité, la bonté. Et c'est dans ce sens que Platon dira, et Kant dira, est bon ce qui plaît universellement son concept. L'affirmation majeure d'Emmanuel Kant dans la critique de la faculté de juger. Est bon, virgule, ce qui plaît universellement est bon, ce qui plaît universellement son concept. Pour expliquer cette affirmation kantienne, nous devons partir du mot plaire, qui renvoie à l'esthétique ou qui renvoie à ce qui procure le plaisir ou une satisfaction. Ça doit apporter une satisfaction. Le verbe plaire. Et Platon et Kant dit est bon ce qui plaît universellement. Dans le mot universel, nous avons un caractère général, donc ça tend vers la généralité ou ce qui est objectif. Plaît universellement sans jugement. Donc, à l'œil nu, dès qu'on rencontre une belle femme, Kant pense que la femme ne peut plus faire l'objet du débat parce que la beauté dit déjà tout. Et de façon générale, on peut s'accorder pour dire qu'elle est belle. La femme qui est belle pour moi peut ou doit forcément l'être pour les autres.
le jugement n'est plus subjectif, comme il était le cas dans le mot agréable, mais le jugement devient objectif parce que ça requiert l'assentiment de tous. Ça fait l'unanimité, où j'allais dire, ça requiert une certaine collectivité dans l'appréciation. C'est ce qu'on appelle par la beauté. Dès lors, partons de ces deux notions, on peut dire que l'art n'est pas la représentation de la belle chose, mais la belle représentation d'une chose, toujours dans la critique de la faculté de juger. Dira Emmanuel Kant, le beau, c'est ce qui plaît sans condition. Devant un tableau d'art, on ressent des frissons parce qu'on n'a pas besoin de résister à cette beauté. Il y a quelque chose qui attire, il y a quelque chose qui donne un sentiment d'esthétique. Voilà ce que Emmanuel Kant entend par la beauté. Donc la beauté chez Platon, c'est une idée qui est éternelle, une idée qui est immuable. Cette beauté ne peut pas s'observer dans le monde sensible. Voilà de façon résumée. Cette beauté n'est possible que dans le monde intelligible. Pourquoi? Parce que dans le monde sensible, il n'y a que des photocopies de la beauté. Il n'y a pas une vraie beauté. La vraie beauté, n'est qu'une idée. Donc, le monde intelligible constitue en quelque sorte l'archétype, ou j'allais dire le modèle du monde sensible. Pense Platon. Quand nous arrivons chez Kant, pour définir la notion de la beauté, Kant nous amène vers deux notions, les notions d'agréable et de bon. La notion d'agréable, c'est ce qui suscite un plaisir, ou j'allais dire une admiration esthétique. Pourquoi on revient sur le mot plaisir? Parce que le plaisir, c'est une appréciation personnelle, ou j'allais dire subjective. Or, la notion de bonté fait signe vers une certaine objectivité et un caractère pratique. Voilà pourquoi Emmanuel Kant dit « est bon ce qui plaît universellement sans concept ». Donc la bonté est plus éparse, est plus large, j'allais dire plus ample que la notion d'agréable. Car la notion de bonté requiert une certaine collectivité dans le jugement. Voilà ce que je peux dire en bref sur la beauté selon les deux philosophes. Sans plus tarder, nous allons avancer et revenir sur les explications, parce que n'oubliez pas que nous allons passer à l'art négro-africain. Comment les Africains, après avoir abordé la fois dernière l'art, nous allons cette fois-ci thématiser l'art dans sa conception, dans sa profondeur, avec les philosophes africains, notamment Léopold Sédar Senghor, qui a élaboré un courant très majeur au nom de la négritude. Et après Léopold Sédar Senghor, on va voir Engelbert Mbengue, qui est aussi un grand défenseur de l'art négro-africain. Sans plus tarder, nous allons avancer. Prenez vos stylos et nous allons avancer avec la dictée et revenir sur la notion de l'art négro-africain avant de mettre un terme à ce thème 4. Puisque nous sommes déjà sur la notion du beau, vous mettez un tiret, le petit A, définition. Voilà. À la ligne. Du latin bellus, qui signifie joli, virgule, charmant,
du latin bellus qui signifie joli, virgule, charmant, point. Le beau, c'est quelque chose qui suscite un sentiment d'admiration. Le beau, c'est quelque chose du latin bellus qui signifie joli, charmant, point. Le beau, c'est quelque chose qui suscite un sentiment d'admiration. Le beau, c'est quelque chose qui suscite un sentiment d'admiration. Virgule, qui procure un plaisir esthétique. Qui procure un plaisir esthétique. Qui procure un plaisir esthétique. Point. Il désigne une idée de noblesse. Il désigne une idée de noblesse. Il désigne une idée de noblesse morale. Une idée de noblesse morale et de supériorité intellectuelle. Il désigne une idée de noblesse et de supériorité intellectuelle. Point. Il désigne une idée de noblesse morale et de supériorité intellectuelle. Point. Ainsi donc, virgule, de l'art pour l'art. Ainsi donc, virgule, de l'art pour l'art, c'est-à-dire l'art sans intérêt. Donc si vous entendez quelque part, quelqu'un dit que je fais de l'art pour l'art, ça veut dire qu'on ne gagne rien. On fait juste pour le plaisir ou pour une satisfaction morale. On ne gagne rien. Ainsi donc, de l'art pour l'art, c'est-à-dire l'art sans intérêt, l'art sans intérêt, à l'art engagé, virgule, 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 le beau reste un objet d'appréciation pour chaque penseur. Le beau reste un objet d'appréciation. Le beau reste un objet d'appréciation. Le beau reste un objet d'appréciation. Le beau reste un objet d'appréciation pour chaque penseur. Point. En voici quelques-unes de ces conceptions. En voici quelques-unes de ces conceptions. En voici quelques-unes de ces conceptions. Point. Petit b. Après la définition, où on met le 3-1, le beau chez Platon. Chez Platon. Le beau chez Platon. Le beau chez Platon. À la ligne, d'après Platon, virgule, d'après Platon, virgule, le beau n'est autre qu'une idée. Le beau n'est autre qu'une idée. Idée avec grand I. Le beau n'est autre qu'une idée. C'est-à-dire ce qui demeure éternel. Le beau n'est qu'une idée. C'est-à-dire ce qui demeure éternel. Virgule, immuable.
Que veut dire immuable? Que veut dire immuable? Oui, qui peut répondre à la question? Que veut dire immuable? J'ai déjà dit ce qui demeure éternel. Immuable veut dire ce qui ne change pas. C'est ça, mais c'est ce qui est toujours éternel. Parce que ce qui est éternel ne change pas. Comme la parole de Dieu est éternelle, les générations et des générations passent, mais la parole de Dieu résiste au temps. Immuable et sert de modèle. Immuable et sert de modèle. Point. Le beau subsiste aux caprices du devenir. 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 Point. C'est ainsi qu'il dit. C'est ainsi qu'il dit. Deux points. On ouvre les guillemets. C'est une affirmation de Platon dans le banquet. C'est ainsi qu'il dit. Deux points. On ouvre les guillemets. Le beau est l'idée intelligible du beau. Le beau est l'idée intelligible du beau. Tout à l'heure, la citation était au tableau. Le beau est l'idée intelligible du beau. Vous fermez les guillemets, vous pouvez mettre entre parenthèses pour signifier que c'est le titre d'un ouvrage. Le beau est l'idée intelligible du beau. Entre parenthèses, le banquet, vous mettez un point. La beauté sensible est selon Platon. La beauté sensible est selon Platon. La beauté sensible est selon Platon. Le reflet. Le reflet. La beauté sensible est selon Platon. Le reflet, virgule, l'image ou le portrait de la beauté en soi. Mais j'ai bien dit la beauté en soi, c'est celle que nous retrouvons dans le monde intelligible. C'est la beauté vraie. La beauté sensible est selon Platon le reflet, virgule, l'image ou le portrait de la beauté en soi. Point. Elle est donc par conséquent éphémère. Elle est donc par conséquent éphémère. Éphémère. Elle est donc par conséquent éphémère, c'est-à-dire passagère, parce que cette beauté est appelée à disparaître. Le jour que tu vas mourir, tu ne garderas pas la même beauté. Elle est par conséquent éphémère, puisqu'elle participe à l'idée. Point. Puisqu'elle participe à l'idée. Point. La vraie beauté est la beauté des âmes. La vraie beauté est la beauté des âmes. La vraie beauté est la beauté des âmes. Existant pour elles-mêmes. La vraie beauté est la beauté des âmes. Existant pour elles-mêmes. La vraie beauté est la beauté des âmes. Existant pour elles-mêmes. Point. Elle constitue l'archétype. J'allais dire le modèle. Elle constitue l'archétype, entre parenthèses, le modèle de toutes les beautés. Mais c'est quelle beauté qui constitue l'archétype? Si vous avez compris le cours, quelle est la beauté qui constitue l'archétype? Oui, Mohamed? Très bien. C'est la beauté intelligible qui constitue l'archétype. Pourquoi? Parce que la beauté sensible dérive de cette beauté. C'est cette beauté intelligible qui reflète la beauté sensible. Très bien, M. Mohamed. Là, je suis très ravi. Je comprends que vous saisissez le cours.
de toutes les beautés. Point. Cette beauté en soi ne se découvre que par une ascension dialectique. Cette beauté en soi ne se retrouve que par une ascension dialectique. Que veut dire le mot ascension? Ascension, c'est ce qui donne le mot ascenseur. Que veut dire le mot ascension? Oui, et toi? Oui. L'ascension veut dire aller vers le haut ou vers le niveau supérieur. Très bien. Quand vous prenez l'ascenseur, soit on vous amène vers le haut, soit on vous fait descendre. Mais ce mouvement, ascension, veut dire faire monter. Voilà. Très bien. Donc, cette beauté en soi ne se découvre que par une ascension dialectique, c'est-à-dire il faut transcender le monde sensible pour entrer dans l'univers des idées. Donc il faut quitter le monde sensible pour aller. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, le fait d'aller vers le haut. Nous quittons le monde sensible qui est le monde dans lequel nous vivons pour aller vers un autre monde, qui est le monde intelligible. Il faut transcender le monde sensible pour entrer dans l'univers des idées. 2 points, le monde intelligible. Point. Voilà ce que l'on peut retenir chez Platon. Le beau chez Kant. Voilà. À la ligne, Kant catégorise le beau en partant de la distinction. Kant catégorise le beau en partant de la distinction. Kant catégorise le beau en partant de la distinction. Kant catégorise le beau en partant de la distinction des notions de l'agréable et du bon. Les notions de l'agréable et du bon. Kant catégorise le beau en partant de la distinction des notions de l'agréable et du bon, et du bon. Point. Ce qui est agréable, c'est ce qui suscite un plaisir. Ce qui est agréable, c'est ce qui suscite un plaisir. Virgule, ce qui fait la joie. Ce qui est agréable, c'est ce qui suscite un plaisir. Virgule, ce qui fait la joie. Point. Il a une valeur subjective. Il a une valeur subjective. C'est-à-dire, dépend des individualités. Ce que moi je juge agréable, ce qui est agréable pour moi, peut ou ne pas l'être pour M. Elion. Parce que cela dépend des individualités. Point. Or, à la ligne, or, virgule, ce qui est bon. 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 C'est ce qu'on attribue une valeur objective et pratique. C'est ce qu'on attribue une valeur objective et pratique. C'est ce qu'on attribue une valeur objective et pratique. C'est ce qu'on attribue une valeur objective et pratique. Point.
Le bon exprime l'idée de satisfaction. Le bon exprime l'idée de satisfaction résultant d'une action ou d'un objet réel. Le bon exprime l'idée de satisfaction résultant d'une action ou d'un objet réel. Point. Ces deux aspects constituent la dimension formelle et extérieure de l'art. Ces deux aspects, donc l'aspect de l'agréable et l'aspect de la beauté, ces deux aspects constituent la dimension formelle et extérieure de l'art chez Emmanuel Kant. Chez Emmanuel Kant. Emmanuel avec deux M. Chez Emmanuel Kant. Point. C'est l'œuvre que l'on juge et non sa représentation. C'est l'œuvre que l'on juge et non sa représentation. C'est l'œuvre que l'on juge C'est l'œuvre que l'on juge et non sa représentation. Et non sa représentation. Point. D'où l'affirmation de Kant dans la critique de la faculté de juger. D'où l'affirmation de Kant dans la critique de la faculté de juger. Deux points. Vous ouvrez les guillemets. L'art ne veut pas la représentation. L'art ne veut pas la représentation. Vous constatez déjà que c'est une notion très importante, la notion de représentation. Ça vous fait penser à quel philosophe? Qui peut avoir une idée? Qui a parlé de la représentation, chers amis? Ça devient très intéressant. Qui a parlé de la représentation? Quel est le philosophe qui a thématisé la représentation? Très bien, mademoiselle Litois, très bien. Il s'agit de Platon. Comme Platon a parlé du monde sensible comme la photocopie, comme le reflet. C'est là où Platon a abordé la dimension de la représentation. Or, ici, il est question de combattre cette théorie de la représentation platonicienne que Kant veut mettre en crise. Kant est en train de déboulonner la théorie platonicienne. Voilà la dimension kantienne. Il va au-delà de Platon. Lui ne veut pas entendre parler de la représentation. L'art ne veut pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose. Voilà. Il joue avec les mots, mais il veut véhiculer l'idée que il ne faut pas qu'on tombe dans le piège platonicien qui a fait du monde sensible comme le monde de la photocopie. Donc le monde sensible n'est que la représentation du monde intelligible, puisque la vraie beauté se retrouve dans le monde intelligible. Donc le monde sensible, par conséquent, n'est qu'un monde où il y a des photocopies ou des images seulement, des représentations. Voilà. Or, chez Kant, il refuse. L'art ne veut pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation. Vous fermez les guillemets à la ligne. Pour Emmanuel Kant, le beau, c'est ce qui plaît sans condition. Pour Emmanuel Kant, le beau, c'est ce qui plaît sans condition. Non, c'est magnifique. Ce qui plaît sans condition. Quand tu rencontres une belle femme, parce que n'oubliez pas que la femme fait partie des œuvres d'art. Une belle femme, par sa beauté, elle peut te plaire, sans pourtant que tu ne puisses juger. Tu attribues toutes les qualités à cette dernière. Mais parfois, elle a le mauvais côté. Mais généralement, les hommes ne voient que le mauvais côté après. Au moment où on apprécie, on est attiré par cette beauté envoûtante qui te pousse à oublier qu'elle a aussi des imperfections. Voilà le piège dans lequel les hommes tombent face à une œuvre d'art. On ne voit que les qualités, sans pourtant
ignorer qu'il y a aussi des défauts. Ou j'allais dire qu'il y a des imperfections. Voilà. Pour Emmanuel Gu, il est ce qui, virgule, au sein d'une représentation formelle ou sensible de l'objet, il est ce qui, au sein d'une représentation formelle ou sensible de l'objet, affecte, virgule, émotionne et fait l'universalité. Dans le mot universalité, nous avons l'adhésion de tous. Quelque chose qui est beau doit mériter l'assentiment ou l'adhésion de tous. L'universalité du jugement et fait l'universalité du jugement. Point. Il n'y a pas de règle pour juger le beau. Il n'y a pas de règle pour juger le beau. Il n'y a pas de règle pour juger le beau. Il n'y a pas de règle pour juger le beau. Il n'y a pas de règle pour juger le beau. Point. Autrement dit, suivez très bien. Là où je dis autrement dit, je vais donner l'explicitation de cette phrase. Il n'y a pas de règle pour juger le beau. Point. Autrement dit, virgule, le beau n'est pas beau pour un individu. Le beau n'est pas beau pour un individu. Virgule, c'est un sentiment universel et commun. C'est un sentiment universel et commun. Point. C'est un sentiment universel et commun. Voilà pourquoi Kant affirme 2 points. Toujours la critique de la faculté de juger. Est beau, virgule, ce qui plaît universellement. Est beau, virgule, ce qui plaît universellement son concept. Critique de la faculté de juger. Est beau, virgule, ce qui plaît universellement son concept. Ce qui plaît universellement son concept. D'où l'affirmation kantienne, 2 points, est beau, virgule, ce qui plaît universellement son concept. Critique de la faculté de juger. Vous fermez les guillemets. À la ligne, je compte, virgule, le beau n'a pas un idéal, virgule, une finalité pratique. Donc il n'y a pas un intérêt. Il n'y a pas un idéal. Le beau n'a pas un idéal, virgule, une finalité pratique. Point. Seul compte, virgule, le plaisir que procure l'œuvre. Seul compte le plaisir que procure l'œuvre. Quand tu écoutes la musique, par exemple, c'est une œuvre d'art, est-ce que tu gagnes quelque chose à la fin? Mais ce n'est que le plaisir. Est-ce qu'on te paye après avoir écouté la musique de n'importe quel artiste? Toi, c'est le plaisir, ça peut te consoler. Il n'y a pas un intérêt matériel comme tel. Seul compte le plaisir que procure l'œuvre. 2 points, l'admiration, virgule, la contemplation.
La contemplation, du verbe contempler. La contemplation est la satisfaction spirituelle. Et la satisfaction spirituelle. Point. Il est donc quelque chose de théorique. Le beau, il est donc quelque chose de théorique. Qui a déjà vu le beau quelque part? C'est quelque chose de théorique. Il est donc quelque chose de théorique. Point. Voilà pourquoi Kant ajoute, toujours le même ouvrage, Critique de la faculté de juger, on ouvre les guillemets, le beau est l'objet d'une satisfaction désintéressée. Très bien. Le beau est l'objet d'une satisfaction désintéressée parce que tu ne gagnes rien. La satisfaction est désintéressée. Le beau est l'objet d'une satisfaction désintéressée. Point. Vous fermez les guillemets. Enfin, virgule, Kant saisit le beau comme ce qui constitue en lui-même sa fin ou son propre but. Kant saisit le beau comme ce qui constitue en lui-même sa fin ou son propre but. Point, cela veut dire, virgule, que ce qui est visé dans le beau, c'est le beau lui-même. Ce qui est visé dans le beau, c'est le beau lui-même. C'est très fort, cette affirmation kantienne. Ce qui est visé dans le beau, c'est le beau lui-même. Point. D'où une affirmation kantienne, 2 points, c'est la dernière affirmation de Kant, d'où une affirmation kantienne, 2 points. On ouvre encore les guillemets, vous avez les affirmations en abondance, voilà. D'où une affirmation kantienne, 2 points, on ouvre les guillemets. Le beau est la forme de la finalité d'un objet. Le beau est la forme de la finalité d'un objet. En tant qu'il y est perçu sans la représentation d'une fin. Fin là, c'est comme ça. Comme étant finalité. Ne prenez pas comme la fin ou l'arrêt. Le beau est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'il y, le i là c'est y, est perçu sans la représentation d'une fin. Point. Très rapidement, vous mettez le dernier sous-point. 4. De l'art négro-africain. Caractéristiques. De l'art négro-africain. Et là, nous avons les auteurs comme Senghor, donc Léopold Sédar Senghor, et Mveng. Voilà. Les 2 philosophes qui vont constituer l'objet de notre thématisation sur ce sous-point intitulé « Caractéristiques de l'art ». Il s'agit des caractéristiques de l'art négro-africain. Dans les caractéristiques de l'art négro-africain, nous allons aborder la conception des Africains sur la notion de l'art. Et là, nous avons convoqué 2 philosophes qui sont d'origine africaine, notamment Sédar Senghor, qui est le premier président de la République du Sénégal, qui est un grand écrivain, philosophe et défenseur du courant de la négritude. Que pense Sédar Senghor sur l'art? Ces 2 philosophes pensent que l'art négro-africain a un caractère fonctionnel, vital et collectif.
Il ne s'agit pas d'un humain qui exprime l'art, mais l'art chez les Africains est l'expression d'une collectivité. Est l'expression d'une collectivité et non naturaliste. L'art négro-africain est fonctionnel, à en croire Sédar Senghor, parce que c'est un moyen ou un instrument permettant à l'homme de parvenir à une fin. L'homme peut atteindre un but en utilisant l'art. Et là, nous avons pris l'exemple de Sédar Senghor pour illustrer à travers son courant intitulé La négritude. Comme courant de pensée. Courant intitulé La négritude, Sédar Senghor répond aux aspirations de l'homme, aux aspirations de la société, en dénonçant les abus de la société, en dénonçant les abus subis par l'homme noir par les blancs. Et cela s'illustre à travers son ouvrage intitulé Liberté. C'est dans la liberté que Sédar Senghor commence à mener le combat des nègres. Parce que la négritude n'est autre qu'un mouvement d'émancipation où les nègres veulent s'exprimer. Dont les figures de proue étaient Aimé Césaire et Sédar Senghor. Mais Senghor va amener le courant très loin. Il va même démontrer que l'art n'est pas un divertissement, n'est ni un ornement, mais plutôt l'art donne à l'objet son efficacité. C'est très profond. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À travers l'art, les Africains arrivent non seulement à imiter, mais aussi à résoudre les problèmes de la société, mais aussi à résoudre les problèmes de l'homme. Telle est leur finalité. Voilà la vision de Sédar Senghor. Mais l'art africain est collectif, puisque l'œuvre d'art est faite non pas pour un individu, mais pour tous, mais aussi par tous. Donc c'est tout un collectif ou un ensemble d'individus qui se mettent ensemble pour concevoir l'œuvre d'art, et c'est pour l'intérêt de tous aussi. C'est cette conception de Senghor. Mbengue, de son côté, pense que l'art nègre est vital, car il accompagne et accomplit les activités de la production. L'art négro-africain est non naturaliste parce que l'artiste nègre ne copie pas la réalité comme ça se passe chez Platon, mais il donne à travers ses idées une matière. Voilà ce que l'artiste fait. Il donne une matière. Et en cela, l'art négro-africain devient très utile. C'est même un instrument, c'est un moyen de résolution des problèmes des Africains. Raison pour laquelle le dernier sous-point de notre thème s'intitule « Caractéristiques de l'art négro ». On veut saisir quel est le but réel, quel est l'essence même de cet art chez les nègres. Parce que quand on parle de nègres, on ajoute négro-africain parce qu'on voit beaucoup plus le continent africain, habité par les Noirs. Voilà comment ces deux philosophes vont essayer de dérouler. Mais nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons d'abord recopier, faute de temps, une question ou des zones d'ombre qui nécessitent l'élucidation du professeur. Je vais revenir. De toutes les façons, je suis là pour vous. N'ayez pas peur. S'il y a quelqu'un qui a un souci ou une zone d'ombre, vous pouvez poser des questions. Oui, Mohamed, tu as une question à poser? Non? Quoi? Tu hésites? Ah, merci. Donc, tu as compris. Sans plus tarder, vous pouvez prendre vos écritoires à la ligne. La question de la finalité de l'art. La question de la finalité de l'art. N'oubliez pas que le mot finalité fait signe vers le but. On veut saisir qu'est-ce que les Africains veulent, qu'est-ce qu'ils envisagent derrière l'art, ou qu'est-ce qu'ils visent.
La question de la finalité de l'art est également au cœur de la pensée philosophique africaine, contemporaine. La question de la finalité de l'art est également au cœur de la pensée philosophique africaine contemporaine. Point. Quand on parle de contemporaine, on voit la période du XXe siècle jusqu'à nos jours. La période contemporaine. Voire le XIXe siècle. Parce que jusqu'au XVIIIe siècle, nous sommes au siècle des Lumières. XVIe, XVIIe siècle, nous sommes dans la modernité. 15e, 16e, nous sommes dans la période moyenâgeuse, où j'allais dire le Moyen-Âge. Et là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des philosophes. S'il y a un philosophe qui peut émerger parmi vous, on va le considérer comme un philosophe de la période contemporaine. Point. Elle constitue une préoccupation essentielle des auteurs comme Léopold Sédar Senghor. Je vais bien écrire le nom en intégralité. Léopold Sédar Senghor. Je vous rappelle que c'est le premier président de la République du Sénégal. Grand défenseur des nègres et le premier noir à intégrer l'Académie française. Il a eu un courant de pensée qu'il a intitulé la négritude. Bon, dans le mot déjà négritude, on peut soutirer quel concept? Oui, toi? Très bien, nous pouvons soutirer le concept de nègre. Nègre, qui signifie déjà que la négritude est un mouvement qui vise à réhabiliter le nègre ou l'homme noir. L'homme noir qui n'avait pas de valeur, qui était comme chosifié par la tendance occidentale. Et Senghor se place parmi les figures de proue de ce courant. Je ne dis pas qu'il est l'unique, parce que n'oublions pas que nous avons aimé Césaire. Nous avons d'autres grands noms, comme les Chinois Achebe. Mais on se limite à Sédar Senghor, qui est resté africain jusqu'au bout. Donc, essentielle des auteurs comme Léopold Sédar Senghor et Engelbert Mbengue. Engelbert Mbengue. C'est un écrivain également africain qui vise aussi à défendre la cause des nègres. Point. Pour ces dernières virgules, l'art négro-africain a un caractère fonctionnel. L'art négro-africain a un caractère fonctionnel. L'art négro-africain a un caractère fonctionnel, virgule, collectif et vital. Collectif et vital. Point. Il est non naturaliste. Il est non naturaliste. C'est que vous me regardez avec beaucoup de tristesse, comme si vous étiez en Côte d'Ivoire. Vous vous présentez comme des Ivoiriens.
Je comprends parce que vous ne pouvez pas saisir la quintessence du mot non naturaliste ou de l'expression non naturaliste. Je vais tout à l'heure faire l'exégèse de cette affirmation. Pourquoi on dit il est non naturaliste? Naturaliste, ça veut dire le fait de copier la nature. Maintenant, non naturaliste, parce que quand je parle de copier la nature, on fait allusion à Platon, qui a présenté l'art comme étant une reproduction fidèle de la nature. Or, ici, vous allez constater qu'avec les défenseurs de l'art négro-africain, l'art africain n'est pas naturaliste. Point. D'une part, virgule, l'art négro-africain est fonctionnel, en ce sens que l'art représente un moyen ou un instrument permettant de parvenir à une fin. Vous avez une revendication. Vous savez que par l'art, vous pouvez aussi obtenir une cause. Dans les pays où il y a des dictatures, vous n'avez pas la possibilité de véhiculer un message. Un artiste, par un tableau de peinture, peut véhiculer un message. Il a un message qui véhicule par le tableau. Là, l'art devient l'expression. Vous avez vu le pleurer. Comment Henri Lopez arrive à peindre un certain nombre de réalités, mais en utilisant les figures de style. C'est ce qui fait de lui un écrivain engagé. Il dénonce les abus, mais en utilisant une expression. Et c'est ce que Sédar Senghor et Engelbert Mbengue essaient de faire. L'art négro-africain est fonctionnel en ce sens que l'art représente un moyen ou un instrument permettant de parvenir à une fin. Point. Senghor explique justement que l'œuvre d'art n'est pas destinée à la contemplation. Senghor explique justement que l'œuvre d'art n'est pas destinée à la contemplation ou à la satisfaction esthétique. Ça veut dire que chez Senghor, on ne crée pas l'art seulement pour la beauté, mais il doit avoir un message caché derrière cette beauté. Si c'est seulement vendre les tableaux de peinture, on ne gagnera pas grand-chose, mais on peut résoudre ou dénoncer une cause en utilisant les tableaux de peinture. Puisque peut-être la bouche ne nous permet pas de parler, mais on utilise le tableau comme un moyen. Senghor explique justement que l'œuvre d'art n'est pas destinée à la contemplation ou à la satisfaction esthétique. Point. Elle répond aux aspirations pratiques de l'homme, de la société. Point. Bien au contraire, elle répond aux aspirations pratiques de l'homme, de la société. Point. Le mouvement de la négritude, incarné entre autres par Senghor, le mouvement de la négritude, incarné entre autres par Senghor, le mouvement de la négritude, incarné entre autres par Senghor, montre bien que l'art est un moyen de la dénonciation des abus. Le mouvement de la négritude, incarné entre autres par Senghor, montre bien que l'art est un moyen de la dénonciation. L'art est un moyen de la dénonciation. Nous avons le verbe dénoncer, qui veut dire, que veut dire dénoncer? Dénoncer veut dire quoi? La dénonciation. Dénoncer veut dire réclamer, veut dire ce qui, un fait caché, tu arrives à faire sortir au grand jour. C'est ce qu'on appelle par la dénonciation. Même dans la vie de tous les jours, dénoncer quelqu'un, c'est l'exposer. Voilà. L'art est un moyen de dénonciation des abus de la société. Point. Dans Liberté, Senghor affirme que l'art nègre, Senghor affirme que l'art nègre, vous ouvrez les guillemets, n'est pas un divertissement, virgule,
ni un ornement qui s'ajoute à l'objet. L'art nègre n'est pas un divertissement, ni un ornement qui s'ajoute à l'objet. Point. Il donne à l'objet son efficacité. Vous fermez les guillemets. Il donne à l'objet son efficacité. On ferme les guillemets. Point. D'autre part, virgule, l'art négro-africain est collectif, puisque l'œuvre d'art est faite non par un individu, mais par et pour tous. L'œuvre d'art, non, l'art négro-africain est collectif, puisque l'œuvre d'art est faite non par un individu, mais par et pour tous. Point. À la ligne, en outre, virgule, l'art nègre est vital. L'art nègre est vital, car il accompagne et accomplit, les activités de la production. Car il accompagne et accomplit les activités de la production. Car il accompagne et accomplit les activités de la production. Car il accompagne et accomplit les activités de la production. Point. Voilà pourquoi Engelbert Mbengue déclare à juste titre, deux points. Voilà pourquoi Engelbert Mbengue déclare à juste titre, ou si vous voulez, déclare, deux points, on ouvre les guillemets, qu'il ne faut pas oublier que si en Afrique, virgule, on sème, virgule, s'aimer dans le sens de cultiver. On sème, pas s'aimer dans le sens de l'amour. Que si en Afrique on sème, virgule, on récolte, virgule, on tisse, virgule, on forge, virgule, vous mettez les points de suspension. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y en a toujours 3, donc il ne faut plus dire 3 points de suspension. On dit les points de suspension. Virgule, les points de suspension. Tout cela se danse. On ferme les guillemets. L'ouvrage, c'est L'art d'Afrique noire. L'art d'Afrique noire. L'art d'Afrique noire. L'art d'Afrique noire. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne faut pas oublier que si en Afrique, on sème, on récolte, on tisse, on forge, tout cela se danse. Donc, tout ce qui se passe dans les activités, dans toutes les activités africaines, il y a un peu d'art. L'art est toujours présent. À la ligne, enfin, virgule, l'art négro-africain est non naturaliste. Enfin, virgule, l'art négro-africain est non naturaliste parce que l'artiste nègre ne copie pas la réalité. Voilà la réponse. L'art négro-africain est non naturaliste parce que l'artiste africain ou l'artiste nègre ne copie pas la réalité. Mais il donne forme à ses idées à travers la matière. Point. Pour aujourd'hui, voilà ce que je viens de vous dégager sur l'art. L'art négro-africain est une expression, ou j'allais dire un instrument ou un moyen qui nous permet de dénoncer ou de régler, revendiquer une injustice sociale,
une injustice subie par l'homme. Voilà, en conclusion, l'objet ou l'objectif de l'art négro-africain. Donc l'art négro-africain n'est pas un divertissement. Il n'est pas aussi une expression qui vise l'ornement, mais plutôt ce qui donne à l'objet son effectivité, son efficacité. Voilà de façon brève ce que je peux dire sur l'art négro-africain. Prochainement, donc le lundi, nous allons aborder le thème 5, intitulé « Les conceptions philosophiques de l'histoire ». Je vous remercie pour votre disponibilité. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous, derrière le MEPSA,